Peut-être que 2-3 fois, on a fermé l'hôtel. Barricadé. Barricadé complètement. Les clients ne pouvaient plus rentrer ni sortir. Ah bah là, c'était terminé. On a des clients qui veulent un Jaguar, par exemple, ou un Léopard, j'en sais rien. C'est là où on se cache derrière la loi. Oui, parce que tu dis qu'en fait, ta seule limite, c'est la loi. C'est la loi. Au moment où je le dis, Tu le sais. je le sais qu'il faut pas y aller. Et je dis, malheureusement, vous n'êtes pas ma seule cliente. Oh, ce que t'avais pas dit. Et là, ils les font dormir à même le sol. Dans les couloirs. Dans les couloirs, c'est comme ça qu'ils privatisent, donc ils font ce qu'ils veulent, quoi. Sur la Tour Eiffel, il y a un écran. Donc on s'est arrangé pour que le client puisse avoir une péniche qui soit avec celle du ciné et que en passant devant la Tour Eiffel, sur l'écran, veux-tu m'épouser. Comédie romantique. Voilà, comédie romantique, dans toute sa splendeur, avec la musique qui va bien, jusqu'à ce qu'elle dise non. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Détective. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Mathieu Camas qui va nous faire pénétrer dans les coulisses feutrées de l'hôtellerie de luxe. Il faut dire que Mathieu a été groom puis chasseur dans 2 grands palaces parisiens. Il va nous raconter en quoi consistait son métier, quelles ont été les demandes les plus extravagantes de ses clients, comment il faisait pour répondre à tous leurs besoins ou presque. Et puis il va aussi revenir sur les rencontres les plus marquantes avec les stars qui sont descendues dans les hôtels pour lesquels il travaillait. Il va nous raconter par exemple comment il a poussé la chansonnette avec Céline Dion, comment Lady Gaga l'a invité à un défilé Victoria's Secret, ou même tu vas nous raconter ta plus grande embrouille avec Maria Carré, qui, on peut le dire aujourd'hui, te déteste cordialement. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors tu sors un livre qui s'appelle Palace, publié chez City Éditions, dans lequel tu racontes toutes les anecdotes qu'on va aborder aujourd'hui, et bien d'autres encore, évidemment. On va aborder que certaines de ces anecdotes. Je vais un petit peu resituer pour expliquer comment tu en es arrivé là. Donc toi, tu as grandi en banlieue parisienne, dans le 9-3, à Aubervilliers, puis la Courneuve. Oui. Tu passes, donc tes parents étaient restaurateurs, tu passes un BTS commerce. Oui, c'est ça. Mais toi, ce qui te fait envie, c'est le théâtre, c'est de jouer la comédie. Et donc, tu vas tout faire pour rentrer au Cours Florent, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une école très prestigieuse d'art dramatique à Paris. Pour arrondir tes fins de mois, pour financer tes études, finalement, tu cherches un job. Ouais. Et c'est comme ça qu'un copain va te rencarder un jour et va te dire, écoute, on cherche un groom en extra dans un grand palace parisien du 8e arrondissement de Paris. Et c'est comme ça que tu débarques dans cet hôtel. C'est ça. C'est la découverte d'un nouveau monde pour moi. J'ai fait un grand écart culturel incroyable. J'imagine. Mais est-ce que tu savais même ce que voulait dire le terme groom? Ah bon, même pas du tout. Je savais ce que c'était grâce à Spirou. Bah oui. Mais donc, tu t'es dit, je vais avoir l'uniforme de Spirou. Ma seule référence, c'était ça. Okay. Je savais pas ce que c'était le métier. Pour moi, c'était un gars qui était à la porte avec un petit chapeau, ce qui est pas loin d'être le cas. Ouais. Et donc, tu arrives, tu te présentes. Et je me présente, et on prend tout de suite. Alors, c'est en fait, au départ, j'ai mon ami qui me dit, tu dois aller déposer ton CV. Mais il me prévient à 23h faut déposer ton CV à 8h le lendemain matin. Donc bon, entre-temps, il n'y a que la nuit. Et à l'époque, moi j'avais des boucles d'oreilles, j'étais pas forcément bien rasé, j'étais pas forcément très bien coiffé. Et je me dis, de toute façon, c'est juste déposer un CV à la base. Donc il n'y a pas de raison que je me... A priori, ça va bien se passer. Ouais. Pas du tout. Tout de suite, ils t'ont... je suis arrivé là-bas. Épinglé. Ah mais c'est pas épinglé, c'est vraiment, il y a l'assistant chef concierge qui me regarde, qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue pour un entretien? C'était quoi ta tenue? T'étais en jean? Jean, j'avais quand même une chemise, mais j'étais en jean. Je venais juste déposer un CV, moi, là-bas. Étudiant qui dépose. Et surtout, moi, j'avais jamais mis les pieds dans un palace, donc je savais même pas, voilà. Moi, je venais déposer un CV. Ouais. Et avec toute ma naïveté. Et vraiment, il m'a pourri en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue pour un entretien? Je lui dis, mais écoutez, moi, on m'a prévenu hier soir. Je fais ce que je peux. Voilà, et puis en plus, pour moi, je venais juste déposer un CV. On m'a pas dit que c'était un entretien. Je verrai, ouais. Mais non, pas du tout. Et vraiment, et du coup, ça m'énerve un peu. Mais je garde quand même mon calme. Et je lui dis, voilà, tenez, prenez mon CV et je m'en vais. Et tu penses qu'on va jamais te rappeler? Moi, je me dis, c'est terminé. Allez, trouve un autre travail. Ouais. Et à la surprise générale, il me rappelle l'après-midi même. Il me dit, là, je te préviens un peu plus tôt. Demain, tu reviens en entretien. Si, entre-temps, tu as le temps de passer chez le coiffeur, de te raser, d'enlever tes boucles d'oreilles, machin, je dis, allez, ok. Donc, ce que je fais, le lendemain, j'arrive bien habillé. Et là, tout se passe très bien. Vraiment, même limite, il s'excuse un peu en disant, désolé, j'étais un peu sur les nerfs, c'était pas contre toi. Et c'est vrai, quand je t'ai vu arriver comme ça, un peu en dilettante, ce qui n'était pas faux, hein, il me dit, voilà, ça m'a énervé. Et puis après, l'entretien en lui-même s'est super bien passé. En même temps, c'est un avant-goût de ce qui t'attend, malgré tout. Ça, c'est sûr. Au moins, je suis rentré dans le bain tout de suite. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc là, on te propose un job de
Alors, de groom, de portier. Explique-nous en quoi ça consiste. Tu Bah, passes, tu fais le pied de grue toute la journée? Alors, heureusement que c'est pas que ça, D'accord. mais c'est quand même en grande partie. C'est en gros, le temps est scindé en deux. Donc, en gros, on va faire 1 heure de porte. On dit vraiment 1 heure de porte, c'est vraiment c'est le nom que ça a, c'est on est à la porte et on dit bonjour et au revoir aux gens qui passent. D'accord. C'est tout. Parfois, ils viennent nous demander des petits renseignements ou des choses comme ça, mais en général, on les redirige plus vers la conciergerie. Mais en gros, le boulot, c'est ça. Et l'autre heure, c'est on va monter tout ce qui est paquets, fleurs, messages en chambre. D'accord. Donc, pour pas qu'on fasse le pied de grue pendant 8 heures d'affilée. Parce que toi, tu parles de punition, justement, quand tu... Ah, mais parce que c'est horrible. Ouais. On a une porte où il faut rester droit comme un i, mais vraiment un peu comme un militaire. Oui. Avec le menton légèrement relevé, le torse bombé. D'ailleurs, il faut que tu travailles ta posture. Ah, mais complètement. Il y a vraiment eu... Parce que finalement, même si j'ai bien compris, votre rôle, c'est d'être invisible. Oui, il faut être invisible, mais bien représenté quand même. Il faut qu'on n'ait rien à nous reprocher. Donc, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, c'est rasé de près. Maintenant, ça a changé, les règles. Mais avant, il fallait, c'était 0 barbe, 0 moustache. 0 bague. 0 bague. 0 tatouage. 0 tatouage. Donc, tu n'avais pas de tatouage, tu les as fait ici, mais oui. en costume. D'accord. Donc ça se voyait pas. Ouais. Les seuls bijoux tolérés, c'était une alliance et une montre. Et encore, il fallait que la montre, elle soit discrète. C'est tout. Et pour les femmes, c'est pareil, c'était des petites boucles d'oreilles et une bague et c'est tout. Et tu dis quelque chose d'horrible, finalement, c'est que pour les femmes, ce qui est pire en plus, par rapport à vous, parce que toi, donc, tu découvres qu'il faut te faire les ongles aussi. Oui. Tu dois être... Oui, ce qu'ils appellent le grooming. Ouais. Ah, d'accord, ça s'appelle Alors, ça. ça ressemble au non-groom, mais en fait, le grooming, c'est vraiment la globalité. C'est, oui, comment se coiffer pour les hommes, pour les femmes, comment se faire les ongles, comment bien se laver les dents, comment ne pas avoir mauvaise haleine. Ah oui, d'accord. L'épilation. C'est un peu le guide de Nadine de Rothschild. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais alors, ce qui est pire pour les femmes, c'est qu'en plus, elles n'ont pas le droit de prendre du poids. Sinon... Disons que c'est pas dit. Oui. Mais on le fait remarquer quand c'est le cas. Et tu as déjà entendu des clients un peu fustiger une femme Des clients, ça arrive. Après, les clients, à la limite, c'est des clients. On sait qu'ils ne nous considèrent pas tellement comme des êtres humains, donc à la limite, ça nous passe au-dessus. Non, moi, quand ça me dérange le plus, c'est quand c'est quelqu'un de ta propre équipe que tu entends dire et ça, c'était celle-là. Et ça, c'était courant. C'est déjà arrivé. Courant, pas tant, parce qu'il faut quand même attention, mais ça arrivait, oui. Ouais. J'ai déjà entendu dire d'une réceptionniste qu'elle ressemblait à un gigot, par exemple. C'est horrible. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est un métier de paraître. Oui, j'entends. Mais... c'est horrible. Hein. Mais c'est comme il y a énormément d'établissements qui prennent des gens, des aspirants mannequins, par exemple, ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément qualifiés pour le travail, mais qui représentent. Ouais. Donc, c'est tout ce qu'on leur demande. Voilà. C'est soit beau et soit belle et tais-toi. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné quand tu es arrivé dans cet univers? C'est le gigantisme. Parce qu'en fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte réellement de ce qu'est un palace. Parce qu'il y a un hôtel, il y a un hôtel de luxe et il y a un palace. C'est vraiment, il n'y a rien au-dessus. Tout est démesuré. Que ce soit dans la taille, mais que ce soit dans la décoration, c'est du marbre, des dorures partout, des bois précieux, des feuilles d'or. C'est le faste. Ah, mais c'est le faste complet. Et, enfin, visuellement, c'est fou. Tu t'en prends plein la vue. Ah, mais complètement, complètement. Et puis, un bâtiment où on va être en face, on va se dire, bon, voilà, c'est juste le bâtiment. Mais non, en général, il y a plein de coursives derrière. C'est gigantesque. C'est ce que tu dis, c'est que pendant longtemps, alors non seulement tu pouvais cavaler, puisque quand tu montais des paquets en chambre et tout ça, tu pouvais cavaler des dizaines de kilomètres par jour. Oui. Et même te perdre. Ah, mais complètement. Mais au début, parce qu'en fait, on a l'impression, le premier hôtel dans lequel je travaillais, on avait l'impression que c'était un carré, mais c'est un carré foutu bizarrement, parce que y a des couloirs qui partent un peu partout. Alors quand on le maîtrise, ça nous fait gagner un temps incroyable. Ah oui. Mais alors quand on le maîtrise pas, on peut un touriste dans le métro parisien. Ah oui, d'accord. Vraiment, je vais mourir ici. Laissez-moi là, c'est pas grave. Tu t'es perdu déjà. Ah, mais plein de fois. Au début, plein de fois. Il y avait combien de chambres dans ce palace? On ne dira pas le nom du palace, mais... Dans mon souvenir, je crois qu'il devait y en avoir dans les 240.
Ouais, Oui, donc 240. c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, mais c'est surtout que elles sont réparties pas forcément de la même manière sur tous les étages. Il y a ce qu'on voit et puis il y a c'est une fourmi, hein, Oui. une vraie fourmi. Oui, il y a les coulisses derrière. Ouais, c'est ça. Par jour, au niveau employé, je sais pas, il y a peut-être entre 500 et 600 employés par jour. Ah oui. Et t'arrivais à connaître tout le monde? Comment ça? Impossible. Bah, déjà, il y a un turnover. Ouais. C'est des métiers où ça tourne assez régulièrement, mais c'est surtout qu'il y a des gens qu'on croise jamais. Et tu vas vite comprendre dans ce monde très faste que le pourboire, c'est le nerf de la guerre. Ah, mais complètement. Parce que toi, par exemple, une journée, je sais pas si tu peux le dire, mais une journée de boulot, ça te rapportait combien? En salaire. En salaire, c'était à peu près, je dirais, je sais pas, peut-être 80 €, quelque chose comme ça. Et le pourboire, alors? Le pourboire, si on se débrouillait bien, ça pouvait être 200-300 €. D'accord. Ouais. Tu racontes dans ton livre d'ailleurs qu'un simple bonjour pouvait te rapporter 500 €. Ah oui, mais c'est rare, mais ça arrive. Ouais. Mais souvent, oui, parfois on est à la porte, il y a un client qui passe, bonjour, et il nous laisse un petit billet de 10, un petit billet de 20, par-ci, par-là. Bah ça, plus ça, au bout d'un moment. Et puis, ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est monter les paquets en chambre. Parce qu'après, quand ils sont là, Voilà. ils te lâchent un billet Exactement. aussi. Donc là, vous vous battez pour... Bah, en fait, vu que c'est fait équitablement, ça va. Ah oui. Vu que c'est une heure à chaque fois. Est-ce qu'il y a des clients plus généreux que d'autres? Je sais pas, par exemple, les Américains. On dit souvent que les Américains sont très généreux Parce que c'est dans leur culture. Ouais, voilà. Parce que là-bas, ils sont payés en tips quasiment. Leurs fixes sont ridicules. Et maintenant, ça a bien changé parce qu'ils savent qu'en France, ils ont pas besoin de laisser de gros pourboires. Mais oui, c'est les Américains donnent beaucoup. Tout ce qui est pays du Golfe aussi, ça donne beaucoup. Là où ça donne beaucoup moins, mais parce que pareil, c'est culturel, c'est l'Asie. En Asie, on donne pas de pourboire parce que c'est dévalorisant. Ok. Voilà, c'est juste des choses à savoir. Les Brésiliens laissent pas mal de pourboires aussi. Il y a une très forte affluence brésilienne. Moi, avant que je parte, c'est vraiment les Brésiliens commençaient à voyager énormément. D'accord. Et eux, ils étaient plutôt généreux. Ouais. Et les Russes, c'est qui tout double. Ok. En général, c'est toujours des relations assez froides, mais on peut être son meilleur ami comme ne pas exister à ses yeux. Il faut quand même rappeler que dans ce grand palace parisien, le prix d'entrée pour la nuit, c'est 1 500 €. Ouais, c'est à peu près. Enfin, oui, c'est dans les 1000 €, ouais, quelque chose comme ça. Donc ils ont les Et moyens. encore, dans les 1000 €, on a les murs et le lit. Hein. La classique. Voilà. Et c'est surtout que tout ce qui est minibar et tout ça, il faut le payer. Ah oui, exact. Il n'y a pas le petit-déj inclus. Non, c'est la chambre. Quel a été ton plus gros pourboire dans toute ta carrière? Tu t'en souviens? Mais alors, on va dire que c'était un pourboire détourné. D'accord. J'avais un client qui avait eu besoin d'un appareil photo de Leica. Et à savoir qu'à cette époque-là, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais des boutiques Leica en France, il n'y en avait que 3. Il y en avait une dans le sud, il y en avait une à Paris, il y en avait une à Lille. Malheureusement, celui qui voulait, c'était à Lille. Donc, il m'a donné de l'argent. Enfin, on a vu d'abord avec la boutique Leica s'ils avaient bien tout ça. Donc, ils nous ont gardé l'appareil. On a dit qu'on allait payer en liquide. Et en gros, il m'a dit, comme quand on va chercher du pain à la boulangerie et qu'on revient avec les sous, il m'a dit gardez la monnaie. Et la monnaie, ça devait être 2 000 - 3 000 €. Ah oui. Ouais. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Mais ça, une fois en 12 ans. Hein. Oui, c'est quand même... ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup de partir à Lille. Ça vaut le coup de partir à Lille, qui est une très belle ville. Oui, en plus, ouais. T'as pas dû voir beaucoup, t'as fait l'aller. Non, mais j'ai pu manger un merveilleux. Ah, c'est vrai que c'est beau. Et ça, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Et donc, alors pour en revenir à ta première vie de groom, c'est comme ça que tu vas croiser, entre guillemets, tes premières stars. Et donc, tu parles de Michael Jackson, qui pour toi, à l'époque... pour tout le monde, en fait, finalement. Qui est plus connu que Michael Jackson sur cette planète? Ouais, c'est clair. Personne. Et en plus, c'était 1 an avant sa mort. Ouais. Puisque ça devait être en 2008 et je crois qu'il est mort en 2009 si je dis pas de bêtises. Et c'était il préparait la tournée This Is It. Alors ça a été on s'est croisouillés hein, vraiment. Oui, tu lui as tenu la porte quoi. Ouais, j'ai tenu la porte, j'ai dit bonjour, il m'a répondu et Mais pour toi, c'est ce que tu dis, c'est que le gamin du 9-3. C'est ça. Mais en plus c'est sur le moment en fait on réalise pas tant parce qu'en fait je pense que la star était trop grosse. C'est genre trop d'un coup l'esprit fait non. C'est pas possible, c'est pas lui. Ouais. Et c'est après qu'on se fait, je viens de croiser Michael Jackson. Bon, alors, il y a plein de gens qui ont croisé Michael Jackson dans leur vie, mais me dire, c'est arrivé à moi, c'est quand même... Sans t'imaginer qu'après, tu vas vivre tout ce que tu vas vivre, j'imagine. Non, mais bien sûr que non. Mais déjà, ça pose les bases. Ouais. On fait, maintenant... tranquille. En vrai, ce qui est bien, c'est que derrière, on se dit, j'ai vu Michael Jackson, il n'y a plus...
Plus personne va m'impressionner après ça. Et pourtant. Et pourtant, il y en a eu plein. Et alors justement, tu vas finir par devenir chasseur. Ouais. Et là, toi, ce que tu dis, pour résumer ton métier, c'est qu'il s'agit de combler et anticiper les moindres désirs d'une clientèle VIP. Comment on fait pour faire ça? Eh ben déjà, on étudie son client. D'accord. On essaye de voir les besoins qu'il a. Une fois qu'on a cerné ses besoins, on dit bon ben maintenant il faut que je solutionne ces besoins. Du coup on travaille en amont, on essaye de voir, parce que souvent ils ont des managers, des choses comme ça, donc on essaye de voir avec eux, voilà, est-ce qu'il a besoin de ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire que son séjour se passe mieux qu'ailleurs. Donc c'est un travail de recherche. Et après, une fois qu'on a fait le travail de recherche, c'est sur le terrain. Mais là, tu me dis ça, si par exemple, on parle de Lady Gaga, mais admettons, moi, demain, je gagne au loto et j'ai envie d'aller dormir dans un grand palace parisien. Ouais. Ils me connaissent pas. Non, mais on pose des questions avant. D'accord. En général, Quel genre non. de questions? On essaye de cerner le profil du client. On essaye de savoir, pas forcément en demandant au client, mais on va prendre son nom, on va le googler, tout simplement. Tiens, pour faire un petit effet wow, par exemple, je sais pas. J'ai vu qu'il y avait des chiens en arrivant ici. Ouais. Ce qu'on ferait, c'est qu'on essaye de trouver au moins le nom d'un des chiens pour pouvoir mettre une gamelle avec le nom du chien gravé dessus avant que le client arrive, sans prévenir le client. D'accord, oui, d'accord. Et donc, il y a un effet waouh. Il y a un effet waouh. Okay. Là, le client, il arrive, il y a la gamelle avec le nom de son chien dessus. Aux anges. Mais ça prend un temps inouï, parce que si tu fais ça avec tous les clients, et tu dis, d'ailleurs, parce que le but aussi, c'est de faire ça, évidemment, c'est l'effet waouh, mais c'est surtout pour qu'ils reviennent. Bien sûr. Vous avez fidélisé. C'est ça. Mais alors, comment on fait pour se souvenir de tous ces clients? T'as un guide? On a des fiches. T'as des fiches? Il y a des fiches, tout simplement. On répertorie tout. En gros, on a des logiciels et on a des fiches clients, et à chaque fois qu'il y a des trucs, on rajoute, que ce soit positif ou négatif, on rajoute dessus. Parce que aussi, ça peut permettre de, tiens, ce client, il se comporte mal. Ah oui, ça aussi, tu as une liste noire. Ah bien sûr. D'accord. Ah oui. Et alors, par exemple, alors là, tu donnais l'exemple du chien. Il y a quoi d'autre comme exemple pour que les gens se sentent uniques quand ils arrivent dans un grand palace? Déjà, le truc tout bête, c'est de les appeler par leur nom. D'accord. Tout simplement. Puis après, ça va être des petites attentions. Ça va être essayer de se rappeler d'une conversation qu'on a eue. Par exemple, demander tiens, est-ce que votre fille va mieux? Vraiment, qu'ils se sentent à la maison. Qu'ils aient rien à faire, et surtout qu'ils aient besoin de rien demander. D'accord. Qu'on anticipe leurs demandes. C'est par exemple, on sait qu'ils vont aimer tel restaurant, on va leur envoyer une liste. Voilà, on vous propose d'aller dans tel restaurant, oui, non, machin. C'est vraiment comme ça, ils arrivent, ils mettent les pieds sous la table. Tu racontes qu'une fois, tu as organisé un dîner gastronomique dans une chambre pour un client qui était très, très passionné de bouffe. C'est le but de ce métier, en fait, si un client a une envie particulière, si on est en mesure de la réaliser, on le fait. Donc, c'est que ce soit des dîners gastronomiques, on a des clients qui ont fait des mini-défilés, qui ont loué un petit salon pour faire un mini-défilé, pour promouvoir leur marque, par exemple, ce genre de choses. Nous, notre boulot, et on doit s'occuper de A à Z du truc. J'imagine que tu as eu des demandes complètement dingues. C'est quoi la demande la plus excentrique que tu as eue? J'ai eu... le porc albinos, c'était quand même pas mal. Ah, raconte-nous, c'est quoi cette histoire? Alors, en gros, c'est un client qui avait besoin d'un paon. L'oiseau? L'oiseau, le paon. D'accord. Oui. Ça veut dire... Blanc. Attends, mais c'est hyper rare. Oui. Et pourquoi il avait besoin de ça? Ah ça, il n'est pas rentré dans les détails. Il le voulait dans sa chambre, en déco? En fait, non, il le voulait pour l'amener je sais pas où. Il y a des choses où on... Je cherche pas à comprendre. Voilà, j'ai besoin de ça. Ok. D'accord. Et en fait, on a réussi j'étais pas tout seul. Hein. On était une bonne armée dessus pour essayer de trouver ça. Et on a réussi à trouver un porc albinos qui était dans un zoo. Mais il doit pas y en avoir des masses en plus. Non, on en a trouvé qu'un. Si je dis pas de bêtises, ça remonte quand même un peu. Mais je crois que c'était pour une question de shooting photo, quelque chose comme ça. D'accord, ok. C'était pas un truc. C'est un mec qui veut ça dans sa chambre. Non, mais ça arrive. Ah oui. J'ai eu des clients qui fassent des demandes, oui. Des demandes d'avoir des animaux, notamment des animaux exotiques, ça on refuse. Ah bon? Oui, notamment parce qu'on n'a pas le droit de faire rentrer. Et on a des clients qui veulent un jaguar, par exemple, ou un léopard, j'en sais rien. Parce que ça se fait beaucoup dans les pays du Golfe. Et là, bien sûr, on doit faire comprendre que c'est là où on se cache derrière la loi. Oui, parce que tu dis qu'en fait, ta seule limite, c'est la loi. C'est la loi. Voilà, c'est ça. C'est parce que nous, on a une règle, c'est qu'on ne doit jamais prononcer le mot non. Le mot non est banni complètement. On peut refuser une demande, mais jamais sans dire non. Alors, par exemple, si un client te demande « Je voudrais un rail de coke, s'il vous plaît ». Alors, j'aurais adoré répondre à votre demande. Malheureusement, la loi française me l'interdit. D'accord.
Il n'y a pas eu le mot non. Ça. Ok. Voilà, c'est complètement, on se cache derrière ça. T'as déjà eu des demandes illégales, Mais bien sûr, mais c'est tout le temps, enfin oui, tous les jours. par exemple? Que ce soit de la drogue, que ce soit des armes, que ce soit de la prostitution. Bon, en général, ça se cantonne à ces trois-là. Hein. Ouais. Mais oui, bien sûr, mais parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est légal. Oui. Par exemple, en Allemagne, la prostitution est légale. Oui. Donc, Aux Pays-Bas, tu peux. aux Pays-Bas, on peut prendre de la drogue, voilà, sans problème. C'est juste, nous, c'est là où on doit faire comprendre que on ne le fera pas parce que la loi, tout simplement. Parce que si il y a un problème, c'est pas le client qui va avoir des soucis, c'est moi. Hein. Donc, moi, j'aurais pas des problèmes. Oui, j'imagine. Il faut avoir un carnet d'adresses pour pouvoir accéder à tous ces désirs comme ça. Comment tu le constitues, ce carnet d'adresses? Par force de travail. Hein. Ouais. Parce qu'au début, quand on arrive, on connaît rien. C'est pour ça que l'avantage aussi d'avoir commencé Groom, c'est que je pouvais pas commencer plus bas. Donc, après, on observe, on voit comment ça se passe, on note 2-3 trucs, on note 2-3 noms, on note 2-3 adresses. Et puis, à force d'aller chercher des paquets pour des gens, on commence à sympathiser avec des gens qui travaillent dans les boutiques, dans les restaurants. Et ça se fait au fur et à mesure et on note. On note tout simplement le vrai carnet d'adresses, quoi. Après, les gens en plus commencent à te connaître. Mais c'est ça. Ils savent que. Voilà, ils mettent un visage aussi. Ils se disent, tiens, c'est Mathieu, il travaille là. Ok, on sait qu'on peut lui faire confiance. On sait que il va nous ramener des clients et tout ça. Donc, Et il t'arrive de payer, par exemple, si un client te dit, ce soir, je veux manger dans un resto étoilé, évidemment, normalement, il faut booker des mois à l'avance. Ouais. T'arrives à accéder à ce genre de demande? On peut. Comment tu fais? On voit avec le restaurant, à savoir que très souvent, ils gardent toujours une ou deux tables. Pour ce genre de... Voilà, pour ce genre de demande. Après, c'est premier arrivé, premier servi. En général, il y a moyen de pouvoir trouver, ou peut-être même en second service. Et puis après, nous, ce qu'on va faire, c'est que souvent, maintenant, les restaurants demandent une caution. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, nous, on laisse la caution. D'accord. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est vous qui payez ou c'est le client? C'est lui? C'est le client. Oui, d'accord. Nous, on va avancer. Oui. Parce que le client n'est pas forcément là physiquement. Mais bien sûr, en accord avec le client, on ne se lance pas comme ça. Et donc, du coup, oui, nous, on va sécuriser la table. Et une fois que c'est sécurisé, après, on est bon. Tu racontes aussi cette anecdote dingue dans ton livre, ce client américain qui veut faire une demande en mariage sur la scène. Alors, il n'est pas américain. Ah, il n'y a pas américain. Non, c'est un client asiatique. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Oui. Je suppose que ça doit être un riche homme d'affaires, parce que je ne le connais pas personnellement. Mais on le voit arriver avec une fille beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle que lui, parce que c'est pas méchant, mais c'était quelqu'un qui physiquement était pas incroyable. Et il vient nous voir et il nous dit, voilà, j'aimerais faire une demande en mariage. Je crois qu'il voulait louer la Tour Eiffel à la base. C'est possible, mais soit le matin avant l'ouverture, soit le soir. D'accord. Mais c'est très souvent le matin avant l'ouverture. Mais le matin avant l'ouverture, bon. Oui, pour se lever tôt. Ouais, c'est ça. Mais du coup, donc là, on nous dit la Tour Eiffel, ça va être non. Hein. Bon, allez. Donc là, comme notre métier exige, on doit toujours trouver une alternative. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur la Tour Eiffel, il y a un écran. Oui. Et donc, on s'est arrangé pour que le client puisse avoir une péniche. Sur la péniche décorée, bien sûr, hein, qui soit avec sa dulcinée. Donc sur la péniche, et que en passant devant la Tour Eiffel, sur l'écran, vas-tu m'épouser? Et là, voilà, magnifique, la scène sublime. La comédie romantique. Voilà, comédie romantique, dans toute sa splendeur, avec la musique qui va bien, jusqu'à ce qu'elle dise non. Alors ça doit être, mais l'horreur. Ouais, mais alors, nous... Tu as assisté à ça? Non, j'ai pas assisté à ça. Je sais pas si j'aurais aimé assister à ça. Non, parce que c'est quand même... Parce que derrière, il faut assurer derrière. C'est la gênance extrême. Ah, mais c'est ça. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai pas eu tout le background et tout, mais en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas à son coup d'essai et qui avait déjà fait une ou deux demandes. En gros, il vient avec des filles qui vient à peine de rencontrer. Elles se disent, j'ai trouvé un gars là, qui va me payer un petit voyage à Paris. Sugar daddy. Voilà, on va en profiter une petite semaine. Et elles auraient tort de ne pas le faire d'ailleurs. Ah ouais. Donc, et voilà, et en fait, c'est... Et elles disent non. Elles disent tout le temps non. En tout cas, là, elle avait dit non. J'espère pour lui qu'il a trouvé la femme de sa vie derrière, hein, mais... Et quand il revient alors à l'hôtel, qu'est-ce qu'il dit? Pas grand-chose, en fait. C'est en ça où je dis qu'on voit qu'effectivement, c'était pas son coup d'essai et que du coup, ça l'avait pas marqué plus que ça. Puis, je suis même pas sûr que la dépense les dérangeait plus que ça aussi. Oui, ça reste... Ça, c'est des gens excentriques. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, ça reste une balade sympa sur le... Ouais.
sur la scène. Oui, voilà, lui, tout était bien jusqu'à ce qu'elle dise non, et après... Tu dis aussi dans ton livre que l'échec doit rester une exception. En fait, il faut accéder au moindre de leurs désirs. Est-ce qu'il y a un échec qui te reste plus en travers de la gorge qu'un autre? Parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Il y en a eu, mais peut-être... ouais, en fait, un truc que je croyais facile et au final, ça l'a pas été, ça l'a pas fait, c'était pour acheter un sac Birkin. Sac de la marque Hermès. Ouais, exactement. Il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente énorme et même en ayant les contacts, c'est compliqué et c'est vrai que... C'est une cliente. C'était une cliente. En fait, ouais, mais en fait, on n'a pas réussi parce qu'on a manqué de temps. Et ça s'est joué à une journée près. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si j'ai cru comprendre que quand tu veux acheter un sac Birkin, il y a des mois, voire des années d'attente, je crois. En fait, ça dépend. Ça dépend des modèles. Mais oui, ça peut être très long. Mais en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était sécuriser son achat. Pas forcément l'avoir avec elle tout de suite, mais le sécuriser. Et ça veut dire quoi, le sécuriser? C'est en fait, en gros, on accepte votre demande. Et on fera votre sac. Et parce qu'ils peuvent refuser? Bien sûr. Mais même si tu... Mais parce qu'ils ont une image. Ils vendent pas à n'importe qui. Ah, c'est-à-dire que moi, je peux pas m'acheter un sac. Bon, j'ai pas envie, mais il faut vraiment avoir une certaine... Après, tout dépend du modèle, mais oui, il y a des modèles qui vendent pas à n'importe qui. Mais comme certaines marques de montres ne vendent pas à des clients qui n'ont pas déjà une dizaine de montres de la même marque. Mais donc, ça veut dire que cette cliente, ils ont estimé qu'elle n'était pas à la hauteur de la marque? En tout cas, ils ont mis trop de temps à nous répondre. Et ils ont fini par vous répondre ou... Oui, mais c'était trop tard. Et ils ont dit oui? Non, ils ont dit non. Ah oui, donc de toute façon, c'était vous à l'échec. Oui, mais peut-être qu'avec un peu plus de temps, on aurait pu... négocier. Ouais. Mais non, mais il y a certaines marques comme ça, oui, qui bien sûr... Parce qu'il y a des marques qui ont été tuées par les gens qui les portent, parce que ça ne représentait pas ce que la marque voulait. C'est fou. Ouais. Et donc, elle était déçue, j'imagine? Elle était très déçue, mais après, ça arrive, hein, on n'est pas magicien, il y a des choses qu'on peut pas faire. Hein. C'est comme des clients qui veulent assister à un concert. Alors très souvent, on va avoir des places, mais parfois, ça va arriver qu'on n'en ait pas, ou à une finale de Roland-Garros, par exemple. C'est dans l'absolu, on peut, mais parfois, ça arrive que on n'est pas tout seul comme hôtel à Paris. Évidemment. Donc, il y en a d'autres qui ont les mêmes plans que nous. On connaît les mêmes gens, hein. C'est un petit réseau. Voilà. Donc, s'il y en a un qui a réussi, ça veut dire que les autres n'ont pas réussi. Avec ce petit réseau, même si c'est un réseau fermé, tu as accès à des choses dingues, d'exception. Est-ce qu'il t'arrive parfois, est-ce qu'il t'est arrivé parfois d'en profiter personnellement? Ah bien sûr. C'est vrai? J'ai pas payé de restaurant pendant très longtemps. Et puis pas les mecs de du coin. Ouais, c'est ça. J'ai tous les plus grands étoilés de Paris. En fait, on leur rapporte tellement de clients que ils nous invitent. C'est-à-dire qu'ils vous invitent ou toi t'appelles et tu dis oui, Mathieu Camas, est-ce que je peux manger Alors, en général, souvent ils nous invitent, mais de temps en temps, ça peut arriver de se dire celui-là, j'aimerais bien l'essayer. On appelle et on essaye de faire passer ça. Oui, c'est Mathieu de tel hôtel, ça va, vous allez bien? Oui. J'aimerais bien venir manger et tout. Et en fait, la manière dont on présente les choses, on disait, venez, on vous invite et tout, machin. Mais oui, mais bien sûr. Mais pareil, pour entrer dans les plus grands clubs à Paris, ce genre de trucs. Pour les concerts. Pour les concerts, pour aller au Crazy Horse, voilà. Mais, Roland-Garros, justement, on en parlait. Roland-Garros, notamment, mais bien sûr. D'accord. Mais il faut qu'on en profite aussi un petit peu. Oui, parce qu'en fait, c'est un métier où vous êtes tout le temps sous pression. C'est quasiment du H24 quand vous êtes... c'est ça. Alors, sur le papier, non, mais dans la réalité, oui. Ouais. Moi, on m'a appelé plusieurs fois en pleine nuit pour essayer de résoudre un problème. Du genre aller à Londres récupérer des bagages pour des clients qui avaient été envoyés à Londres par erreur. Et donc, il fallait... à première heure, prendre l'Eurostar. Donc, quand on nous appelle qu'il est 2h du matin, qu'on est en train de faire la fête, qu'on a un peu trop bu et qu'on fait « Bon, faut que j'aille à Londres, là, vraiment ?» Ouais, d'accord. Mais on y va. Ouais, j'imagine. Donc, évidemment, là, tu le disais à l'instant, tu as aussi testé toutes les plus grandes tables parce que j'imagine que c'est aussi pour pouvoir en parler avec bien sûr. On parle mieux que ce qu'on connaît. Évidemment. Mais donc, tu racontes dans ton livre que tu as dû une fois tester un club libertin et que ça t'a moins plu, par contre. Ouais, en fait, c'est pas que je m'y attendais pas. Parce que moi, je suis parti du principe que, il n'y avait pas besoin de
Et en fait, si. Oui, parce que c'était un établissement très chic, Ouais. non loin de l'hôtel où tu travaillais. Exactement, bah, c'est, je pense, le plus connu de Paris à l'époque, en tout cas, Mhm. qui s'appelle Les Chandelles, on peut le citer, hein, Tout à fait. pas de- Ouais. tout le monde le connaît. Ouais, tout à fait. Et ouais, bah, c'est en fait, moi, je partais du principe que, parce que même moi, je connaissais de nom. Parce que qui a déjà regardé une émission d'Ardisson a déjà entendu son nom. C'est ça. On connaît tous le nom. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, il n'y a pas besoin. Et en fait, si, on nous demande d'aller, alors pas régulièrement, mais de voir si l'endroit est toujours aussi bien tenu. Select. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis pareil, j'imagine que les clients te demandent alors à quoi ça ressemble, il faut que... Puis voilà, c'est surtout que c'est marrant parce que moi, je m'attendais à ce que les clients viennent pas facilement poser ce genre de questions, alors que si, au contraire. Oui, ils n'ont pas du tout de Pas du tout. pudeur pour... Ah ouais, ils y vont, ouais, bah, tu devrais aller aux chandelles, t'es là. C'est-à-dire, si tu demandes des prostituées, ils vont pas se... Ouais, mais c'est en fait, moi, quand je travaillais pas là-dedans, pour moi, c'était un milieu très mystérieux. Pour moi, c'était que des sous-entendus, non, pas du tout. C'est très franc. Mais c'est pas plus mal, finalement. Ah oui, au moins, ça y est pas de quiproquos. Complexé Ouais. par rapport à ça. Hein. Ah ouais. Et justement, en parlant de ça, ça me fait penser à autre chose, c'est que tu racontes dans ton livre que tu as déjà eu des propositions un peu indécentes de la part de clients, Ouais, c'est déjà arrivé. clientes. Oui. Oh, les deux, hein. Les deux, ouais. J'ai refusé les deux. Comment t'as été confronté à ça? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Bah alors, la fois, enfin, là où ça a été j'allais dire le plus bizarre, pas bizarre, mais donc où j'étais vraiment le plus mal à l'aise, c'était une cliente qui m'avait fait demander en chambre. Et en gros, elle ouvre la porte, elle passe la tête, et là vraiment, elle me scanne de la tête aux pieds. Alors, parce qu'elle m'avait pas demandé moi à titre personnel, elle avait demandé quelqu'un. Et vraiment, elle me scanne, et là, je pense que j'ai dû être à son goût. Et en gros, elle ouvre la porte, elle avait une robe qui était à moitié descendue sur elle avec la fermeture qui descendait tout le dos, mais vraiment jusqu'en bas des fesses. Et elle me dit, ouais, est-ce que vous pouvez m'aider à remonter ma robe? Et bah là, déjà, ça indique qu'il faudra un contact physique. T'as pas le droit? Non seulement j'ai pas le droit, mais j'ai pas envie surtout. D'accord. Parce que c'est risqué. J'y viendrai après. Mais donc là, je lui fais comprendre que il faudrait peut-être mieux que je fasse appel à une collègue plutôt, féminine, du coup, pour faire ça. Elle dit non, j'insiste. En fait, elle insiste tellement que vraiment, je prends la fermeture éclair du bout des doigts et à remonter un peu. Et là, elle se retourne et elle me fait comprendre que elle aimerait bien que je rentre dans la chambre et tout ça. Et là, pareil, par 1000 chemins détournés, je fais comprendre que non, ça n'arrivera pas. Donc là, je me cache derrière, je suis en service, des clients ont besoin de moi, vous trouverez facilement quelqu'un au bar de l'hôtel. Enfin, voilà, je sors tout et n'importe quoi. Voilà, je noie le poisson et j'ai réussi à m'en sortir. Et pourquoi je craque pas? Parce que même si elle est à mon goût, et le truc, c'est que souvent, on a des clients ou clientes qui font des avances à quelqu'un de l'hôtel pour ensuite faire croire qu'elles vont porter plainte pour se faire payer le séjour. D'accord, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plein de fois. D'accord. En fait, ce sont des techniques. C'est hyper tordu. C'est hyper tordu. Mais parce que souvent, c'est pas des gens qui ont tant d'argent que ça. Oui, donc faut trouver une C'est plus solution. des escrocs. Du coup, ils restent dans certains palaces comme ça, quoi. Alors bon, toi, t'es un homme et tu dis que pour les femmes, pour tes collègues féminines, c'est encore C'est beaucoup plus compliqué. plus dangereux presque. Ouais, surtout pour tout ce qui est femme de ménage et masseuse. Celles qui rentrent en chambre. Celles qui rentrent en chambre et qui y restent un certain temps. Pour pallier à ça, elles ont des beepers. C'est-à-dire qu'elles peuvent biper en Elles cas peuvent de biper en cas de problème. Et ça arrive souvent? Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Ça arrive parce que un client va avoir des paroles ou des gestes déplacés, va être désobligeant, va être violent. Ça peut arriver pour X raisons. Oui, donc c'est un métier à risque finalement. C'est un métier, oui, bien sûr. Alors c'est vrai que nous, les hommes, ça nous arrive moins. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de beeper. Mais ce que je pense que tout le monde devrait en avoir finalement. Ouais. Parce que ça peut arriver à n'importe vrai. qui. Mais c'est vrai que j'aurais pas aimé être une femme en travaillant, en tout cas à ces postes-là, des postes où... En contact. en contact direct. D'où votre liste noire. J'imagine que ça, c'est le genre d'infos que vous, Ça, complètement. vous notez. Ah oui. Et ça, ce genre de clients, après, vous les réacceptez pas, j'imagine? Oui, on refuse. Ouais. On refuse. Mais même, ça arrivait aussi parce que, par exemple, dans les hôtels, on a des spas. Et nous, on a des clients qui viennent que pour le spa, qui viennent pas dormir. Et nous, ça arrivait que des clients
blacklistés du spa parce qu'ils ont eu des gestes déplacés envers la masseuse. Malheureusement, c'est le métier, les gens pensent tellement que ce métier est très sexuel alors que pas du tout. Oui, et puis surtout, ces gens-là, dans ces sphères-là, pensent surtout que tout leur est dû. C'est ça. Donc, en fait, on est sur des gens à qui on ne dit pas non. C'est même dans notre truc. On ne doit pas dire non. Donc, effectivement, il y a des mots qu'ils n'entendent pas. C'est compliqué. Et maintenant, on va en venir à tes clients les plus célèbres, parce que tu as quand même justement fréquenté des stars qui venaient dormir dans ces palaces-là, et tu racontes, alors on va pas tous les faire, mais tu en racontes quelques-uns. Enfin moi je voudrais revenir sur quelques-uns, notamment cette fois où tu es rentré dans la chambre de l'acteur Orlando Bloom, qui joue dans, rappelle-moi, Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes. Exactement, des Caraïbes, bien sûr. Vous m'aidez à faire des cartons. Alors, visiblement, Orlando Bloom a besoin de faire des cartons. Et là, tu vas être pris à partie dans une embrouille. Et bien malgré moi, parce c'était à l'époque où il était avec une mannequin qui s'appelle Miranda Kerr. Elle était enceinte. Très belle femme. Très belle femme. Et elle était enceinte. Et je pense qu'il s'était déjà pris un peu la tête avant que j'arrive. Et donc là, j'arrive, Orlando Bloom me dit j'ai besoin qu'on fasse des cartons. Je dis ok, visiblement ma prochaine heure, ça va être de faire des cartons avec Orlando Bloom. Il y a pire, hein. Voilà, ah oui, surtout gars très sympa, hein. Elle aussi très sympa. En fait, les deux très sympas ensemble, ils ont un problème. Voilà, ça ne matche pas. Et les deux séparément, adorables. Et ouais, donc en fait, on commence à faire des cartons et on sentait que lui, il fulmine, elle aussi, et il se balance des petits pics et des machins. Et vraiment, il se pourrit. Et en fait, ça monte crescendo, ils se pourrissent, mais comme si je n'existais pas. Moi, je suis là en train de remplir mon petit carton. Allez, fais comme s'il se passait rien. Et vraiment, ils se pourrissent jusqu'à ce qu'elle en ait marre et elle parte en claquant la porte. Et lui, vraiment, il me regarde, il me fait « T'es marié ?» Non. Il fait « Ne te marie jamais, ne fais jamais d'enfant. » Et non, et puis voilà, et puis après, du coup, on a commencé à parler cinéma parce que forcément, en général, moi, j'évite d'avoir, pas des conversations personnelles, mais de dire aux gens que j'aime bien leur métier ou ça. Je le fais pas en général parce que j'ai peur de les mettre mal à l'aise. Mais là, en fait, c'est venu naturellement dans la conversation. Et du coup, j'ai dit que moi, je voulais être comédien et puis. Alors, en plus, il me dit, bon, là, il le fait à l'américaine, hein, je pense qu'il était sincère sur le moment, mais 2 minutes après, il a oublié. Mais il me tend la carte de son agent à Los Angeles. Il dit, si tu passes à Los Angeles, oui, parce que ça m'arrive tous les quatre matins, si tu passes à Los Angeles, appelle mon agent et tout, machin. J'ai perdu la carte dans la journée. C'est vrai? Ouais. Mais c'est quoi? C'est que te manquait ou c'est... Je sais pas et je le saurai jamais. Mais pourquoi son agent pour que tu le revois ou pour lui... rien. T'as pas dit? Je pense que c'était dans l'euphorie du truc. Ouais, mais c'était... Ouais, tu veux jouer, mais viens à Los Angeles, comme si... Oui, comme s'il avait pas... Je me vois bien aller à Los Angeles avec mes petits valises. Orlando, on a fait des cartons ensemble. Mais en fait, c'est ce truc de stars américaines où ils sont très expansifs, très oh, you're my friend. C'est vraiment, les Américains. Et oui, voilà. Et puis la seconde d'après. Et qui sont très accessibles finalement, même si on a l'air de. Enfin, on les met sur. Voilà, sur un piédestal, mais parce que l'avantage du palace, c'est que c'est aussi dans notre manière d'agir avec eux, c'est qu'on les traite pas comme des stars. En fait, on va les traiter comme une personne normale. Et à la fois, tous les clients sont des stars. Voilà, en fait, c'est ça. Mais en fait, on va pas avoir d'attitude de fan. En fait, c'est plus ça que je voulais dire. On va pas avoir d'attitude de fan. On va leur parler tout à fait normalement. Ce serait mal vu, par exemple, d'arriver en chambre et de demander un autographe à... Ah oui, ou un selfie. Voilà, voilà. Oui. Je pense qu'on est viré dans la seconde en voyant, mais enfin, si le client se plaint, je pense que c'est terminé. Ceci dit, tu as quand même poussé la chansonnette avec Céline Dion. Ceci dit, j'ai quand même poussé la chansonnette avec Céline Dion. C'est quand même mieux qu'un petit autographe. En fait, c'était au tout début de ma carrière, parce que je pense que je l'aurais pas fait si ça avait été 10 ans plus tard. Parce que groom, parce que un peu naïf, machin. Un peu jeune dans le métier. Voilà, complètement. Et vraiment, donc j'arrive pour monter des sacs en chambre. Et en fait, j'entends chantonner. Moi, je fais pas le rapprochement. Je suis juste... Faites en un peu. En fait, le truc, c'est que normalement, il faut qu'on s'annonce dans la chambre. Et là, je me suis annoncé, mais personne n'a répondu. Et en fait, j'aurais dû rentrer et me réannoncer une seconde fois. Parce que c'est peu que la personne n'entende pas, surtout quand c'est des grandes suites. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc, je rentre et vraiment, j'entends chantonner. Et effectivement, on voit que je connais, mais je ne savais pas forcément dans quelle chambre j'allais. C'était la suite de ça. C'était pas son nom. D'accord. Et je savais qu'elle était là, mais ouais, puis c'était au début. C'est le genre de truc, quand on a de l'expérience, on fait très attention dans quelle chambre on rentre, comment on va rentrer. Là, c'était vraiment au tout début. Oui.
Donc, et donc là, elle se met à chantonner et, parce que pourquoi pas, je me mets à chantonner aussi. Non, mais est-ce que tu penses que c'est la radio? Puisque tu connais Là, je sais pas. juste, j'entends une chanson que je connais, que j'aime bien. Qui était quoi, du coup? C'était Sous le vent. Sous le vent. T'as fait Garou, quoi. J'ai fait Garou. Moins bien que lui, je pense. Du coup, en fait, et machinalement, je me mets à chanter. Comme quand on entend une chanson à la radio qu'on aime bien, on la fredonne. Et là, en fait, j'entends que ça s'arrête. Et du coup, je m'arrête aussi. Et là, je me dis, ah bah j'ai merdé là. Ah putain, ouais. Et elle me fait, non, mais continue. Et là, donc je vois Céline Dion arriver. Donc là, je fais, quelle est ma vie? Une fois, ouais. C'est ça. Et je fais, non, mais pardon, désolé. Voilà, c'est vraiment, je me répands en excuses parce que moi, je me dis, oh, ça y est, je vais me faire virer. Et en fait, elle est adorable, elle est d'une gentillesse, mais incroyable. Et elle me dit non. Et puis, elle se remet à chanter. Et du coup, elle me dit, ouais, chantonne. Alors, on n'a pas fait toute la chanson, on a fait 3-4 notes. Mais ouais, du coup, j'ai eu mon petit duo avec Céline Dion. C'est rigolo. Ouais. Ça a marqué dans les années. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire, ça. Hein. Non, ça, je te confirme. Et quelle est la star la plus sympa alors que tu as côtoyée? Bah, hormis Céline, en vrai, je pense que Lady Gaga, il y a un truc. Ah ouais? Ouais, Lady Gaga, elle est adorable. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé avec Lady Gaga? En fait, ils étaient venus, il y avait la marque Victoria's Secret qui faisait son tout premier défilé à Paris au Grand Palais. D'accord. Et ils avaient privatisé notre hôtel pour les mannequins, pour le staff, les artistes invités et tout. Donc quand on privatise l'hôtel, ça veut dire qu'il y a plus aucun de nos clients. Ok. C'est que pour eux. Et c'était ouais, quasiment une semaine en plus, hein, parce que il y a les préparatifs du show et tout. Bien sûr. Donc ouais, donc on avait vraiment que Victoria's Secret à l'hôtel à ce moment-là, puis avec les stars invités sur le show. Voilà, donc les Daft Punk par exemple, The Weeknd, tout ça quoi. Parce qu'en fait, il y a le défilé, puis il y a un concert. Il y a un défilé, il y a un show. D'accord. Et Lady Gaga qui défilait chaud, en fait, elle faisait les deux. D'accord. Et surtout que c'était le premier défilé Victoria's Secret à Paris. Un événement. Voilà, l'événement planétaire. Et au Grand Palais. Le Grand Palais, c'est quand même sublime. Voilà, on n'est pas sur l'immeuble du coin. Et donc, en fait, nous, on s'occupe d'elle toute la semaine. Elle est vraiment adorable. En plus, elle arrive, elle est microscopique. Elle arrive dans son jogging, vraiment, avec la capuche, elle est là, ouais, salut, ça va, c'est... La peinture. Ah ouais, vraiment, pas prise de tête. Hein. Et donc, bah ouais, on s'occupe d'elle toute la semaine, et puis... Ça veut dire quoi, s'occuper d'elle toute la semaine? S'occuper d'elle, c'est, par exemple, si elle a des demandes de, je sais pas, de nourriture particulière, de fringues particulières, d'avoir tel accessoire, de lui trouver. Donc c'est toi qu'elle appelle dans ces cas-là? C'est moi ou mes collègues, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc, arrivé sur le dernier jour, ou en tout cas avant le show, elle me dit, bon, on se voit ce soir. Bah non. Je fais, comment ça, non? Je dis, nous, on n'est pas invités. Ce qui, pour moi, était logique, qu'on soit pas invités. Je lui dis, nous, on n'est pas invités. Elle me dit, mais comment ça, vous n'êtes pas invités? Vous êtes occupés de nous toute la semaine? Je dis, oui, mais c'est comme ça, on ne peut pas. Et là, elle me dit, t'es invité. Enfin, vous êtes invité parce qu'on était... Vous étiez combien? On était 3-4. On se regarde, c'est-à-dire. Et elle fait, non, c'est pas une question, c'est pas, vous êtes invité. Et je dis, mais oui, mais de toute façon, nous, l'hôtel, ils nous laisseront pas... Oui, c'est ça. Non, mais on va le faire en douce. Et en fait... Ils nous ont en fin de service, en fait, on est passé un peu par derrière, et en fait, on est parti avec un des Viano, on est parti avec le staff, et sans que la direction n'ait jamais été au courant de... Ah, ils ont jamais su? Bon, ils l'ont su après, mais... Et du coup, tu as pu assister... Du coup, on a pu assister dans les coulisses. Alors, on n'était pas... Oui. On était en coulisses, hein, quand même, mais... Oui, tu n'étais pas à côté d'Anna Wintour. Voilà, non, pas tant. Ouais. Mais bon, génial. C'est quand même incroyable. C'est hyper sympa. Ouais. Surtout que moi, j'avais fait pas mal d'allers-retours entre le Grand Palais et l'hôtel pour apporter du matériel, des choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai, quand je voyais le truc se construire, ça faisait envie. C'est très sympa, du coup. Très bonne expérience, Lady Gaga. Et puis, pour une fois qu'un défilé dure pas 3 minutes. Oui, c'est un show, quoi. Ouais, voilà. C'est un vrai show. C'est ça. Victoria's Secret, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, et puis du coup, Lady Gaga aussi, c'est quelque chose. Parce que... Oui. D'ailleurs, c'est la seule fois où je l'ai vu chanter en vrai. Parce que j'ai pas eu la chance d'assister à d'autres concerts. Mais Lady Gaga, il y en a d'autres, très gentils. Mais c'est vrai qu'elle, il y a, le fait de ce truc-là, forcément, il y a une petite place particulière. En revanche, Mariah Carey, elle a une autre place particulière. On n'est pas sur la même expérience. Non. On est sur deux divas très opposées. Elle te déteste.
Je En sais fait, pas sans même, tu lui as fait une réflexion, c'est scandaleux, j'ai envie de te dire. Je suis ciment, j'aurais peut-être pas dû. Mais pareil, alors, pour le coup, on dit ça en plaisantant, mais j'aurais pas dû. En vrai, j'aurais pas dû. Alors, on va réexpliquer ce qui Ouais. s'est passé. Elle descend dans ton hôtel. Elle descend à l'hôtel et en fait, elle me demande de lui acheter un truc. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. Et en fait, à un moment, je me dis, bon, on se m'énerve un petit peu. Je dis, bah, ce serait plus simple. Donc, je vais voir elle, sa manager. Je dis, ce serait plus simple que on me fasse une liste. Au moins, une fois que j'ai ma liste, je peux faire mes achats et puis je reviens, je vous apporte ça. Et si j'avais été intelligent, je me serais arrêté là. Mais tu t'es pas arrêté. Je m'arrête là, et j'ai rajouté. Et en plus, vraiment, au moment où je le dis, Tu le sais. je le sais. Je le sais qu'il faut pas y aller. Et je dis, malheureusement, vous n'êtes pas ma seule cliente. Oh, ce que t'avais pas dit. Et là, je pense que c'était comme si j'avais insulté sa famille sur 10 générations. Bien sûr. Et je vois, vraiment, je vois dans son regard et dans le regard de sa manager que ça, c'est pas passé. Ça, c'était un mauvais pas. Mais, c'est rien. Impassible. Impassible. Et mais je sais que j'ai merdé. Là, je fais, ah là, ça va pas le faire. Donc là, elle vous dit, dont acte, vous pouvez disposer. Ouais, voilà, en gros, c'est. Elle me dit, oh, ben, on va vous faire une liste. Ok. Effectivement, je reçois une liste. Et le lendemain, donc la journée se passe, tout se passe bien après, hein, vraiment. Moi, ça me sort un peu de la tête en plus. Et le lendemain, elle me dit, voilà, j'ai besoin de ça. Et ça, c'était une boîte de maquillage d'une marque très particulière dont je ne me rappelle plus le nom. Elle me dit, bah voilà, j'ai besoin de ça. Et donc, je fais mes recherches et je dis, ah, c'est pas pareil, hein. Puis je le trouve pas en France. Et là, je le fais, ah, bah c'est à Londres. Ok. Et donc là, je vais la voir, je dis, bah, j'ai trouvé, mais c'est à Londres. Elle me fait, oui. Elle savait partir là-bas. Ça va être très bien. Je fais, ok. Je fais donc, elle me fait, bah, j'en ai besoin. Bah oui. Je fais, bah, Allez-y. Allez-y. On paye tout. On paye l'Eurostar, on paye tout. Machin, je fais, ok, d'accord. Mais là où elle est maline, c'est parce que comme ça, bah, elle devient ma seule cliente. Ouais. Parce qu'un aller-retour à Londres, ça se fait pas en 2 heures. Mm. Ça prend une journée. Donc du coup, moi, je prends mon petit Eurostar, j'arrive à Londres. Donc, déjà, on perd 3 heures. Le temps de trouver le machin, tout ça, 2 heures. Le temps de revenir, machin. Bon, j'ai dû partir à 8 heures le matin ou 9 heures, je sais plus, et revenir le soir à 22 heures. Donc là, du coup, elle avait gagné. Elle avait été ma seule cliente. Donc, maline en vrai. J'ai ni du mal un peu. Mais c'est encore plus tordu. Oui. Parce qu'après, je sais plus, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, elle quitte l'hôtel et elle vient à la conciergerie. Elle pose la boîte de maquillage. Elle s'en va. Elle ne l'avait pas touchée. pour bien te faire comprendre que c'était une leçon qu'elle te donnait. Exactement. C'est pour ça, en fait. C'est malin, fort. Malin, ouais. Ouais, non mais génie du mal. Génie du mal, ouais. Génie du mal. Ouais. Donc je peux pas lui en vouloir parce que Non, franchement, c'était bien joué. voilà. Je vais te dire, elle a fait ça avec panache. Voilà, elle s'est pas énervée. Ouais. Elle m'a pas mal parlé. Quand je dis meilleur ennemi, c'est plus parce que c'est rigolo. Mais je n'en veux pas. Mais en revanche, j'ai fait une erreur au départ. Mais voilà, Ça, j'aurais pas dû. elle t'a juste donné. Elle m'a remis à ma place. Tu n'as pas de Voilà. nom à Maria Carré. Ben voilà, c'est une attitude de diva et voilà. Voilà. Donc sa réputation C'est- est à la hauteur de sa personnalité, on va dire. Bah ouais. Et tu dis qu'il y en a d'autres qui ont du mal à ce qu'on leur dise non, comme Madonna par exemple. Ouais, bah enfin disons que Madonna, alors ça s'est pas mal passé, hein, mais c'est juste que en gros, elle l'avait demandé à ce qu'on refasse sa chambre et un salon. En fait, en gros, elle voulait le transformer en salle de danse parce qu'elle venait à Paris, donc elle avait besoin de s'entraîner et parce qu'elle avait un concert. En plus, c'était à l'époque où son concert à l'Olympia s'était très mal passé parce qu'elle était restée genre à peine une demi-heure, elle s'était fait vue par le public et tout. Okay. Et en fait, en gros, elle nous a fait une demande. Et on lui avait dit, bah écoutez, nous, on veut bien transformer la salle, mais il faut des travaux. Donc, pendant ce temps-là, cette salle est inutilisée. Donc, il faut payer le temps des travaux, il faut payer les travaux, et après, il faut payer la remise en état du truc. Ouais. Là, quand on présente la note, bizarrement, j'ai plus tant envie de danser que ça. Oui, parce qu'elle avait la folie des grandeurs. Parquet au sol, miroir partout. Ah oui, bah c'est ça. Il fallait une salle de danse. Vraiment. On peut pas, parfois. Enfin, on peut. L'argent, oui, voilà. Si tu payes, tu as. Mais voilà. Mais il faut parce que nous, il faut qu'on soit rentable derrière aussi. Donc on peut. Elle pense peut-être juste au moment, mais non, le truc il faut le préparer, puis après il faut le dépréparer. Bien sûr. Et alors on parlait de Maria Carré, qui t'a pas
particulièrement mal parlé, mais enfin bon, qui t'a donné une petite leçon. Mais tu racontes quand même que certains clients, pas forcément célèbres, parlent très mal aux employés bien sûr. des palaces, qui sont persuadés de leur supériorité et que, en fait, ils vous traitent comme des moins que rien. Bah, c'est ça, en fait, pour eux, on n'existe même pas. On n'est même pas des humains. Bon, alors, c'est pas énormément de clients non plus, mais ça arrive, ouais. Ça arrive que, et puis, qui nous pourrissent, mais vraiment. Alors, parfois, il y en a qui peuvent devenir violents physiquement. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Mais nous, dans ces cas-là, bah, on doit rester stoïque quoi qu'il arrive. T'as un exemple? Ah oui, mais moi, ça m'est arrivé avec des clients. Moi, j'ai une philosophie là-dedans, c'est que quand je suis au travail, c'est comme si j'étais au théâtre. Je joue un rôle. Donc, en fait, je ne prends rien personnellement. T'es dans ton personnage. Voilà, je suis dans mon personnage. C'est en gros, j'arrive le matin, je prends mon cerveau, je le mets dans le vestiaire et je vais bosser. Mais parfois, on peut être fatigué, on peut en avoir marre, on peut, pour X raisons, ça va se fissurer un peu. Mais le truc, c'est de toujours rester d'un calme olympien. En fait, le premier qui crie a perdu. Comme dans tout argument, hein. Le premier qui crie a perdu. Et nous, on ne peut pas en plus se permettre de s'énerver. Donc en fait, toujours garder le sourire. En plus, c'est même gratifiant de faire redescendre un client qui est énervé avec le sourire. Mais parfois, il y a des clients, plus on leur sourit, plus ça les énerve. Et j'avoue que ça m'est arrivé où parfois, j'ai envie de le faire partir. Ah ouais. Et le problème, c'est que je me retrouve piégé à mon propre jeu. Et là, je dis, bah écoutez, moi, je vais partir et je vais laisser la place à un de mes collègues. Et là, le collègue prend le relais. Et moi, ça m'est arrivé de partir derrière et de taper dans les murs. De craquer, quoi. Ah ouais, vraiment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'avait demandé? Quel était le... Je sais même plus. Je sais même plus. En fait, à un moment, on tilt, quoi. C'est juste... c'est en fait... Parce que souvent, c'est pas pour des trucs fous. C'est ça qui est... S'il n'y a plus de beurre... Ouais, voilà. Vraiment. à mon avis, il y a toujours du beurre dans un palace. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, c'est... Ouais, mais il n'y a pas ce beurre-là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est parfois, voilà, puis il y a des clients qui sont juste cons. Oui, bah, Enfin, c'est juste, c'est pas parce que c'est un client, c'est juste cet être humain est con. oui, c'est pas parce qu'il est riche. Voilà. Ouais. Et parfois, quand on est riche, on peut devenir un peu plus con que ce qu'on était déjà de base. C'est clair. Tu racontes aussi que tu as vu des choses assez révoltantes, comme par exemple ces Saoudiens, je crois. Ouais. Bah, là, c'est... encore une fois, c'est culturel, donc je peux pas... Enfin, moi, c'est des choses qui, effectivement, je ne trouve pas normales. Mais bon, là-bas, c'est pas ça. En tout cas, ça se passait comme ça. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ça se passait comme ça. C'est qu'en gros, quand ils viennent, bah, souvent, ils vont privatiser 1 ou 2 étages pour être tranquille. Par exemple, ils vont prendre 3 étages. Eux, ils vont être sur l'étage du milieu. Et comme ça, l'étage du dessus et l'étage du dessous, il est vide. Il n'y a pas de bruit. Et ce qu'ils font très souvent, c'est qu'ils viennent avec leur suivante. Leur femme de ménage, leur femme qui s'occupe d'eux. Leurs employés de maison. Leurs employés de maison. Et très souvent, ce sont des filles qui viennent des Philippines ou de ces pays-là. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tellement peu de considération pour ces personnes, et ils le savent. Donc déjà, c'est qu'ils confisquent les passeports. D'accord. Pour pas qu'elles se tirent. Parce que c'est arrivé. Oui, la tentation est grande. Oui, voilà. Et il y en a même, sans passeport, t'en fais chance. Hein. Et, parce que nous, on voit de notre point de vue européen classique de base, on voit comment ils agissent avec elles. Et quand je dis elles, c'est même ils aussi, hein, parce qu'ils ont aussi des hommes de ménage ou tout comme ça. Bah, ils les font dormir à même le sol. Dans les couloirs. Dans les couloirs, ouais, bah, c'est comme ça qu'ils privatisent. Donc, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais justement, s'il y a 2 étages de libre, ils pourraient dormir dans les chambres. Faut les faire dormir dans les chambres. Oui, il faut qu'ils soient près de... Bah, oui, non, dans les chambres, on peut mettre les valises. C'est vachement mieux de mettre les valises dans les chambres. C'est ce que tu dis, la société traite avec plus de considération les valises que les gens. ou leur voiture. Ouais. Après, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. C'est juste, je constate. Moi, c'est pas comme ça que je conçois la vie. Pour moi, on fait pas dormir quelqu'un par terre. Peu importe qui c'est. Oui, peu importe qui c'est. Et qui plus est, quand tu as privatisé 40 chambres. Ouais, mais parce que, oui, ils sont comme ça. Mais bon. Je referai pas le monde. Hein. Et puis en plus, tu dis que ce ne sont pas les plus généreux en pourboire. En fait, au début, il l'était vachement. Mais le problème, c'est que ça marche un peu comme une pyramide. C'est qu'en gros, il y a le mec qui a beaucoup d'argent qui va donner au gars d'en dessous pour dire « Tiens, donne à eux ». Sauf que le gars d'en dessous, il va se servir. Il va donner au gars d'en dessous qui va se servir. Et en fait, nous, ce qui arrive dans la pyramide, l'enveloppe, ouais, on a une feuille blanche. Quoi. Ok. C'est... Oui, donc ils peuvent être généreux, mais en fait, voilà. Comme tout le monde se gave. Oui, c'est ça. Mais après, c'est comme tout. C'est au fur et à mesure des années, ils ont vite compris qu'en France, finalement,
qu'ils nous donnent des pourboires ou pas, ils avaient le même service. Donc. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être en danger dans l'exercice de tes fonctions? Alors, oui, une fois. Alors, je m'y attendais pas pour le coup, à ce danger-là. C'est quand il y avait eu les émeutes. Les émeutes? À Paris. Quand ils étaient venus, c'était les gilets jaunes. Ah oui, les gilets jaunes, d'accord. Les gilets jaunes, quand ils avaient enflammé toutes les poubelles et tout ça. Et en fait, il y a des gens qui en ont profité pour venir casser les boutiques de luxe et les hôtels et tout ça. Et donc, il y avait des grosses manifestations et on a un client qui s'est retrouvé bloqué. Alors moi, je travaillais dans la rue Saint-Honoré, on va dire. On avait un client qui était bloqué derrière la place Vendôme, vers la place de l'Opéra. En fait, entre Vendôme et Opéra. Et vraiment, c'est scène de chaos. Je sais pas si on se rappelle bien, mais c'était... En plus, il faisait nuit, vraiment, les voitures flambaient. C'était vraiment une scène de guerre, quoi. Guerre civile. En tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus que j'ai vécu de guerre civile. Et là, on nous dit, il faut aller récupérer ce client. Et là, Qui nous appelle du coup en panique. Ouais, qui nous appelle, il dit j'ai besoin de rentrer à l'hôtel, je ne peux pas. Et je meurs. Ce que je comprends. Et donc là, on part, je sais pas, on est peut-être une bonne dizaine, mais on y va en mode bouclier. Quand je dis en mode bouclier, c'est on se tient tous les uns par les épaules en fait pour avancer dans la foule, pour pas perdre quelqu'un, parce que si on en perd un autre, il y a deux personnes à sortir. Et donc on arrive, on traverse place Vendôme, vraiment, en plus avec les gaz lacrymogènes, donc on a les yeux qui pleurent et tout, c'est horrible. Donc on arrive à récupérer le client et vraiment on l'encercle un peu pour le protéger et le ramener à l'hôtel. Et vraiment il y avait ça pétait de partout, quoi. Et vraiment on est rentré. J'avais le nez qui coule, les yeux comme ça. C'est le moment où j'ai le plus eu. Alors, je suis pas quelqu'un de peureux de base, mais c'est là où je me suis dit, là, c'est chaud. Ouais. Là, parce que quand on est dans l'hôtel, si on se fait attaquer, il y a de la sécurité, il y a dehors. Vous êtes protégé. Voilà, dehors, là, il y a peut-être le mec du 93 qui va reprendre le dessus, qui va dire, si tu veux me faire chier, je vais peut-être me défendre là. Donc, mais on n'a pas envie de ça. Et le client, il vous a remercié parce que vous êtes quand même. Ouais, mais il a eu peur surtout. Ouais. C'est parce que personne n'est habitué à ça. Donc, je me rappelle, c'est une des rares fois, c'est arrivé peut-être que 2-3 fois, on a fermé l'hôtel. Et c'était une de ces fois-là, mais vraiment fermé. C'est-à-dire que barricadé. Barricadé complètement. En fait, l'hôtel a une énorme grille en métal. On a fermé la grille en métal et on avait mis des planches en bois. Ah oui. Ah oui, vraiment. Là, les clients ne pouvaient plus rentrer ni sortir. Là, c'était terminé. Et comment ils faisaient s'il y en avait dehors? Ils n'avaient pas envie de sortir. Ceux qui avaient dehors, on arrivait à les faire rentrer. En fait, on a une entrée porte dérobée. Porte dérobée un peu. Et donc, on les faisait rentrer par là. D'accord. Mais par contre, ceux qui étaient dedans, eux, ils n'avaient pas envie de sortir. Oui, j'imagine. Ouais. Ah ouais. C'est vrai, c'était particulier comme période. Oui, j'avoue. Donc ça va, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Oui, vous n'avez pas eu vécu de... Mais tu dis quand même qu'il y a eu quand même quelques dérapages au cours de ta carrière au sein même du Palace. Ouais. Tu te souviens, il y en a un qui t'a marqué particulièrement Des dérapages, ouais. Alors ça dépend ce qu'on entend par dérapage, si c'est des dérapages de clients ou des dérapages de... Les deux de clients déjà. Qu'est-ce que tu appelles un dérapage de client? Nous, on a vu le garde du corps de 50 Cent se battre avec un client dans le hall de l'hôtel. Ouais. D'accord. C'est en fait avec le fils d'un client. D'accord. En gros, il y avait des clients qui étaient là, qui étaient avec... C'était un ado, il devait avoir, je sais pas, 16, 17 ans, je sais, quelque chose comme ça. Et je sais pas ce qui lui a pris par la tête. En fait, il voit 50 Cent avec son garde du corps qui rentre dans l'hôtel. Qui est un rappeur, 50. Exactement, qui est un rappeur. Américain. Et ouais. Et je sais pas ce qui lui a pris. Il s'est dit, tiens, je vais aller jouer mon show avec 50 Cent. Petit gamin, bourgeois, machin, à qui on dit jamais non. Il s'est dit, waouh. Il s'est senti pousser des ailes. Je vais me le faire. Sauf que 50 Cent, lui, il n'en a rien eu à foutre. Il a continué son chemin. Et le garde du corps, lui, il a fait... Et vraiment, en fait, ils ont commencé à s'engueuler. Et ils en sont venus aux mains, vraiment. Et on a la police qui est venue, qui a embarqué garde du corps et ado. Et après, il faut dire aux clients, alors... Oui, ça la fout mal. Ouais. Comment vous dire? Votre enfant est au commissariat. Et du coup, on explique. Et là, on leur a dit, malheureusement, vous devez quitter l'hôtel. Bah oui. Ah oui, c'est eux qui... C'est eux.
Parce que le garde du corps, il avait rien demandé à personne à la base. Hein. Bien sûr. Et puis les autres, j'imagine, clients témoins, ça la fout mal. Bah c'est ça, ouais, c'est pour l'image de l'hôtel, c'est horrible. Mais bon, ça arrive que très rarement, ça, ce genre de choses. Mais ça arrive. Et du côté des employés, alors tu disais que parfois, enfin même. Bah parfois la tentation est grande. Ouais, forcément, c'est tellement une opulence. Bah c'est ça. Parfois, ça m'est même arrivé de me dire, il faudrait que je pique combien pour être tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Ah ouais. Bah, forcément, ça nous passe par la tête. Mais on se dit, mais il faudrait une somme astronomique parce qu'on quitte tout. Hein. On quitte le pays, famille, amis, tout. Cavale. Ouais, cavale. Donc, mais bah, parfois, il y a des gens qui se disent, ah putain, là, il y a une liasse de billets. Oui, parce que vous voyez Bah ouais. des liasses de billets, des voilà, des bijoux, plein de choses de valeur qui sont posées dans la chambre parce qu'il y a des coffres. Hein. Oui, bah oui. Mais ils les utilisent pas tout le temps. Ils partent du principe que ils vont pas être volés. Ils sont chez eux, quoi. Ouais, ils sont chez eux. Et ce qui est normal. Effectivement, quand on fait bien ce travail, on va pas aller voler les clients. Mais parfois, il y a des gens qui craquent. Oui, parce que finalement, les salaires sont. C'est quoi un salaire Bah, ça dépend, mais on va dire à peu près entre 1 800 et 2 000 euros. Oui, donc c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Vraiment... Après, ce que tu disais, les pourboires. Voilà, les pourboires. Mais après, encore une fois, tous les postes n'ont pas les mêmes pourboires aussi. Et puis, il y a des gens qui sont là qu'en extra, qui viennent et se disent, oh, je vais faire un remplacement, on me retrouvera jamais. Mais le problème, c'est que bah, déjà, il y a des caméras partout. Oui. Alors, il n'y en a pas dans les chambres, on est d'accord. Mais les parties communes. Voilà, il y en a dans les parties communes. Puis, on a des badges. D'accord. Et les badges, il y a des noms sur ces badges. Parce que les badges, ils servent à quoi? À ouvrir les portes. Tu veux dire des couloirs, des étages? Et des chambres. Ah oui, et des chambres. On a comme une master key, en fait. Bah oui. Et donc ça, on sait si t'as. Donc, on sait qui, quand, à quelle heure. Oui, donc c'est hyper facile voilà. de monter. Mais oui, mais il y en a, en fait, ils vont pas forcément y penser. Et, ou alors, ils se disent, bah, de toute façon, je fais une journée ici, je reviendrai jamais. Bah oui, mais sauf que, gars, bah, on a ton adresse, on a tout. Enfin, il n'y a aucun monde dans lequel ça marche. Sauf si tu quittes le pays. Mais quitter le pays pour avoir piqué une montre à 15 000, c'est un peu dommage. C'est un peu léger. Voilà. Et donc, c'est arrivé une fois qu'un de nos collègues, bah, il craque. Et ils prennent, je sais plus, je crois que c'était, il avait piqué des carnets de chèques et des bijoux, je sais plus, enfin, plusieurs trucs. Et en fait, ils ont fait comme si de rien n'était. Qui ça, l'hôtel. Ah oui. Alors, le client, bien sûr, est venu ça. Et en fait, avec la police, ils ont fait comme si, voilà, tout était réglé. Et en fait, ils ont fait revenir ce gars-là pour, je sais plus, ils ont trouvé une raison administrative, je sais plus. Et en fait, quand il arrivait à l'hôtel pour récupérer des affaires, un truc comme ça, bah, la police était là. Et menotté. Ouais. Ah oui, ok. Oui, donc en fait, oui, bah, en plus, il en va de la réputation de l'établissement. Bah, complètement. Donc, d'accord. Ah, ça arrive, je comprends. Du gain. Voilà, du gain. je comprends. J'excuse pas, mais je comprends. Et donc toi, tu vas faire ça pendant combien d'années? J'ai fait ça à peu près 11-12 ans. Pourquoi un jour tu décides d'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Pour plusieurs raisons, mais déjà, la principale, c'est que j'en avais marre. Parce que c'est un métier où on est dédié à ça, finalement. Les week-ends, les soirées, les machins, c'est un peu quand on peut, quoi. T'avais une vie de couple? T'étais en famille? Non, impossible. Ah ouais. Bah non, parce que déjà, il aurait fallu que je trouve une copine qui accepte cette vie-là, ce rythme-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui se mettent entre hôteliers. Oui, au moins. Ouais, voilà. Mais moi, je me dis, c'est pour avoir une copine et la croiser 10 minutes dans la journée. Oui, ça sert à rien. Puis non, et puis on peut rien prévoir. Prévoir des vacances, c'est compliqué. Prévoir des week-ends, c'est compliqué. Mentalement, c'est compliqué. T'étais fatigué. Ouais, et puis en plus, on finit par même les amis et la famille, on les voit plus parce que on sort du boulot, on est fracassé, on sort avec d'autres gars du boulot, on va boire un verre, et parfois un peu plus. Et du coup, en fait, on reste que entre gens du boulot, on se renferme un peu, donc on voit plus personne d'autre. Et c'est vachement destructeur. Donc, tu avais besoin d'arrêter. Bah, c'est ça, parce que même physiquement, je sentais que je tenais plus. Ah oui. Ah oui, mais parce que c'est des dizaines de kilomètres par jour. Et puis au bout d'un moment, tant qu'au début,
ça rapporte de l'argent. On fait un peu l'impasse. Mais au fur et à mesure que on se dit, le jeu, on veut même pas la chandelle, je gagne beaucoup moins d'argent. Pourquoi continuer? Je fais un métier que j'aime pas. Pourquoi tu gagnes beaucoup moins d'argent? Bah parce que les gens me donnent beaucoup moins de pourboire. Ah oui, ok. Oui, mais par contre, le salaire, lui, il bouge pas. Hein, mais parce que les gens me donnent beaucoup moins de pourboire. Oui, d'accord. Et du coup, bah, le boulot, en plus, au bout d'un moment, on en a fait le tour. Oui, bien sûr. C'est, Même si les demandes, même si les demandes diffèrent à chaque fois, mais bon. Et puis, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans? Non. Le choc doit être énorme quand on passe une vie où tu vis à 100 à l'heure pendant des années et tout d'un coup, Tout d'un coup, on fait une dépression. T'as fait une dépression. Ouais, bah, complètement. Mais parce que, en fait, je pense qu'elle était déjà là avant et ça a été juste l'élément déclencheur. D'accord. En fait, ce qui m'empêchait de vraiment tomber dedans, c'est parce que il fallait que je sois à 2000 tous les jours. T'avais pas le temps de penser à ta santé. Ouais, voilà, c'est ça. Et une fois qu'on se retrouve avec notre reflet dans le miroir, on fait bon, ça va pas du tout en fait. Hein. Ouais. Et là, c'est grosse dépression pendant une bonne année et demie. Ah ouais. Ah ouais, facile. Et t'as fait quoi alors? C'est surtout en fait au début, comme la dépression, c'est un truc un peu fourbe. C'est moi au départ, je pensais que c'était un truc physique que j'avais. Donc je vois mon médecin de famille qui lui décèle tout de suite, mais il me le dit pas. Il fait exprès de pas me le dire. Il a eu raison de dire. En fait, il me dit ça te rassurait de faire cet examen physique? Oui, ça me rassurait beaucoup. Ok, bon, tu fais faire cet examen. Et que ça, 3-4 comme ça. C'est bon, tu as fait tous les examens que tu voulais? Ouais, il y a rien. Maintenant, tu vas peut-être pouvoir accepter le fait que tu es en dépression. Et effectivement. Et là, on s'est dit, oui. Et là, après, il faut parler à quelqu'un, il y a des gens qui prennent des médicaments, pas d'autres, voilà, ça dépend. Je pense ce qui aide, en fait, il faut juste trouver un autre but. Du coup, t'as retravaillé derrière, alors j'ai mis un peu de temps à retravailler, et après, j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux. D'accord. Et ça s'est fait un peu par hasard, en fait. J'ai rencontré des gens qui travaillaient sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux en faisant de la photographie, de jouer des petits rôles, écrire des vidéos. Et je suis parti là-dedans. Et puis après, il y a eu un confinement. Et puis là, comme tout le monde, comme j'en ai chez moi, et il y a une merveilleuse application qui est arrivée qui s'appelle TikTok. Et du coup, je me suis mis à faire des TikTok et ça a marché. Des TikTok de quoi? Où je racontais des anecdotes, un peu comme je fais là. D'accord. Mais au départ, c'est comme ça. C'est quand j'ai raconté 2-3 trucs que je travaillais quand je travaillais dans l'hôtellerie, ça a un peu fait prendre le truc. Et du coup, après, je racontais ça. Et puis après, je suis passé sur les anecdotes un peu insolites qu'on pouvait retrouver dans le monde. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Et après, j'ai commencé à fréquenter ce milieu-là. Et j'ai fait ça jusqu'en 2023-24. Et puis après, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, il faut que je quitte Paris, il faut que je vois autre chose. D'accord. Et je suis parti dans l'Aveyron. Sympa? C'est très sympa. Pas le même délire. C'est une région... Ouais, non, c'est Aragon, c'est magnifique. Alors, j'en ai profité parce que mon père est, comme dans le cas, mon père, lui, est de là-bas. Et donc, mes parents sont partis vivre maintenant il y a 4-5 ans là-bas. Et je me suis dit, la solution de facilité, c'est de partir là-bas pour une durée indéterminée. D'accord. Et voilà, et pour l'instant, j'en suis là. Donc, tu t'es mis au vert. Je me suis mis au vert, exactement. Et ça te fait du bien? Ça me fait du bien, ouais. Ça me fait voir autre chose. Et puis ça m'a permis justement de faire ce livre. Ouais. Et je suis pas tout seul. Il y a une merveilleuse personne qui travaille dessus. Tu l'avais coécrit avec Julia Freund, qui est une journaliste que je connais bien, avec qui j'ai travaillé. J'ai cru comprendre. Voilà, on l'embrasse. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui voudraient faire ce métier, ce serait quoi? S'ils ont vraiment envie de le faire, d'y aller. Vraiment. Je pense que c'est un métier passion. C'est pas un métier qu'on fait à la légère. Il faut être conscient que c'est chronophage, que mentalement c'est compliqué, mais c'est un vrai métier de passionné. Et c'est quoi la principale qualité pour devenir chasseur? Faut de la débrouillardise. D'accord. Vraiment. En fait, chaque mission, c'est un défi. Donc, c'est ça. C'est savoir se débrouiller et il faut être malin. Faut être malin et puis s'il y a une porte qui se ferme, on rentre par la fenêtre. Il faut être poli aussi. Parce que plus que poli. Des gens, ouais. Tu vois. Mais il faut une adaptabilité. Moi, j'avais aucun code quand je suis rentré là-dedans. Ça s'apprend, c'est comme tout. Et si on est un minimum consciencieux, on s'en sort. Et ça, c'est très dur comme métier. Il faut vraiment que les gens comprennent que c'est très dur.
C'est passionnant en revanche. On apprend plein de choses. Au niveau intellect, c'est gratifiant vraiment parce qu'on voit plein de choses incroyables. Et, Plein de belles choses. ah ouais, plein de belles choses. C'est vraiment au contact du beau. Ah mais complètement. Et vraiment, si on s'intéresse, il y a moyen de faire des trucs incroyables. Mais c'est dur. C'est très dur. Mais merci encore en tout cas d'avoir répondu à notre interview. Je rappelle le titre de ton livre, Palace, qu'on peut acheter. Il est disponible en vente dans toutes les bonnes Librairie. J'allais dire boulangerie. Alors effectivement, toutes les bonnes librairies. Ça, le trouve en boulangerie. Je suis pas sûre qu'on le trouve en boulangerie, et en tout cas dans toutes les bonnes librairies. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien si on veut le commander en ligne. Et puis écoute, merci encore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. On publie à peu près une interview par semaine. Et puis surtout, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à lire et à acheter le magazine Détective. Il sort tous les mercredis en kiosque et c'est le seul magazine, je le rappelle quand même, qui est 100% fait divers. Voilà, écoute, merci Mathieu. De rien. Et puis, salut, à bientôt.